la connaît, c'est Nicole Gnozzetta. Mais non, mais t'étais en grande discussion. Vous allez bien? Ça va, très bien, merci. Merci de nous accueillir. Très heureux. Alors, eh bien, bonjour à tous, il est pile 16h30. Heureux de vous retrouver pour ce débat qui porte sur un sujet sur lequel on s'interroge tous en ce moment, c'est où va le monde, quel est l'état du monde en 2023. Et nous avons souhaité cette année pour avoir ce débat avec finalement des femmes et des hommes dont le métier est de suivre, de couvrir, d'analyser, de décrypter un petit peu les évolutions du monde. Vous êtes grand reporter. Alors en Normandie, on est très attaché aussi à ce journalisme qui couvre les conflits parce que nous sommes la terre du prix Bayeux, des correspondants de guerre. Le prix Bayeux, c'est dans une quinzaine de jours. Et vous faites un métier qui permet d'informer, de décrypter, de rendre compte. Et on sait que ce métier, on réussit à le faire quand on est en démocratie, que c'est beaucoup plus difficile quand on n'est pas en démocratie. Et que c'est très intéressant pour le public, que je remercie d'être venu nombreux pour ce débat, et bien de pouvoir vous écouter. Alors pourquoi ce débat sur le monde en 2023 ? C'est parce que tout le monde a été frappé par quelque chose qu'on pensait impossible, qui était le retour de la guerre sur le sol européen. C'était en février 2022. Mais ça, c'est quelque chose qui a révélé des tendances de fond beaucoup plus profondes, avec une évolution des relations internationales, une course au réarmement qui est repartie de plus belle, des rivalités entre les puissances. On avait tout à l'heure une séance plénière que modérait Ulysse Gosset sur ce livre qui s'appelle Entre guerre et paix et qui montre un peu les défis existentiels d'aujourd'hui, notamment sur cette conjonction entre le retour d'une course aux armements, les évolutions technologiques et scientifiques qui font qu'on est à la fois dans l'imprévisibilité, dans l'incertitude. Tout va très vite, il y a une violence dans les relations internationales qui est extrêmement forte. Et donc vous allez aussi nous aider à décrypter ça, à regarder quelles sont les bonnes grilles de lecture. On oppose facilement l'Occident au reste du monde. Est-ce que c'est une grille de lecture ou pas pertinente ce matin? Certains nous ont dit que pas du tout, il fallait surtout pas être là-dessus. D'autres disent qu'au contraire, c'est bien le cas. On se pose la question de savoir comment on va en effet évoluer cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'on va être dans une guerre sans perdants et sans gagnants? L'Europe, elle réagit, on l'a pensée perdue, on voit qu'elle se réorganise du fait des circonstances, mais est-ce que à un moment tout ça ne va pas non plus s'essouffler? Il y a quelque temps, on était essentiellement sur la problématique du terrorisme. Avec ce qui se passe en Afrique, on reparle à nouveau du djihadisme et comment est-ce qu'on contient ce terrorisme. Et aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'on répond à ce risque-là? Et puis, des organisations internationales dont on ne sait pas très bien si elles sont en capacité, ou on sait plutôt qu'elles ne sont pas en capacité aujourd'hui de faire face à ces défis. Alors, pour parler de tous ces sujets, pour essayer aussi d'évaluer des scénarios possibles dans les mois et les années à venir. Avec nous, donc Isabelle Lasserre, vous êtes rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro, en charge donc des questions de diplomatie. Vous avez été correspondante en Russie, reporter de guerre pendant une quinzaine d'années et correspondante de défense. Et puis vous avez obtenu le prix de la presse diplomatique, c'était en 1999 pour vos reportages au Kosovo et dans le Caucase. Et vous êtes l'auteur notamment du livre Le réveil des armées, c'était chez Lattès en 2019. À côté de vous, Céline Lussato, vous êtes grand reporter à l'Obs. Alors vous vous rendez régulièrement sur les théâtres de conflits et vous couvrez aussi certains théâtres de conflits. Vous couvrez les élections aussi dans des pays qui jouent un rôle clé dans le jeu et les relations internationales. En tout cas, vos papiers récemment ont porté sur la Tunisie, sur Israël, sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur la Turquie. On parlera notamment de la Turquie tout à l'heure. À ma gauche, Ousmane Ndiaye, vous êtes rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Vous avez collaboré à de nombreux titres de presse écrite, Courrier International. Vous avez été aussi correspondant au Mali, au Sénégal, pour plusieurs médias, TV5, Le Monde, API, KTS. Vous avez été chroniqueur sur iTélé, éditorialiste aussi pour France O, et reporter à Respect Magazine. Et puis, Ulysse Gosset, donc,
Vous êtes actuellement éditorialiste politique étrangère sur BFM TV. Vous avez été correspondant à l'étranger aussi pour des grandes chaînes de télévision, notamment vous avez été à Moscou, vous avez été à Washington, vous avez reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix de la presse internationale. Vous avez donc là des journalistes qui, à la fois par leur expérience et par les pays qu'ils connaissent et les époques aussi qu'ils ont pu couvrir, ont une expérience précieuse pour nous éclairer sur le monde d'aujourd'hui. Et je propose de commencer par une question pour vous, Ulysse Gosset. Vous avez notamment couvert la chute du communisme. Moi, je me souviens, je vous regardais à la télé avec votre chapka depuis Moscou. C'était l'époque de la fin de la guerre froide. Et quand le communisme est tombé, certains ont parlé de la fin de l'histoire. Et on mesure aujourd'hui, en fait, à quel point le monde il est instable, il est imprévisible, il est violent. L'actualité internationale nous le montre quotidiennement. À la fin de la guerre froide, dans les années 90, on était plutôt dans une perspective de progrès dans les relations internationales. On était sur une logique plus de coopération, davantage de droit international, d'une meilleure prise en compte des droits humains. Alors, ce n'était pas uniforme et il y avait des vraies différences selon les continents, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tout ça semble se déliter, qu'on est plutôt dans une période de déconstruction, de reniement du droit, de reniement de tout ce qui s'est construit à l'échelle internationale depuis 30 ans. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Vous avez normalement un micro, mais sinon je vous donne le mien. Bonjour à tous, merci d'être là. Effectivement, quand je suis parti en URSS, c'était toujours l'URSS, et quand j'étais dans l'avion pour Moscou, on m'avait dit mais de toute façon ça ne changera pas, il n'y aura pas de bouleversement. Et à l'époque, l'URSS était en Afghanistan, bien installé, et on me disait mais jamais l'URSS ne retirera ses troupes d'Afghanistan. Et puis en fait 6 mois plus tard, tout a changé. Gorbatchev était donc à l'époque le président du Soviet suprême, et il a donc été en charge de réformer l'URSS. Et l'Afghanistan, finalement, ça a été un échec terrible, et avec le retrait d'Afghanistan. Et puis, quelques mois plus tard, en décembre 91, effectivement, sur la place rouge, on avait vu le drapeau soviétique remplacé par le drapeau russe de Boris Yeltsin, et c'était la fin de l'Empire. C'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, quand on est dans un monde totalement incertain et en plein chambardement, on peut se dire que tout est possible, et même ce que l'on n'a pas prévu. Et la chute de l'Empire soviétique démontre que les empires ont une fin, même si Poutine essaye vainement, pour l'instant en tout cas, de le reconstituer. Alors aujourd'hui, quelle est la vision que j'ai ? On parle de la fin de la guerre froide. Moi, aujourd'hui, je dirais que c'est la fin des illusions. Parce qu'effectivement, on a vécu depuis la chute du mur, depuis 1989 jusqu'à la guerre en Ukraine, une période pour l'Europe en tout cas qui était assez remarquable, une période de paix, et on avait peut-être naïvement l'idée qu'on pourrait continuer à vivre en paix. Or aujourd'hui, le fait marquant, c'est effectivement le retour de la guerre en Europe, et la question qui se pose, c'est de savoir si cette guerre d'abord va durer, combien de temps, et à mon avis elle va durer, et elle peut durer longtemps, mais surtout est-ce que la guerre peut s'étendre. Et vous avez remarqué sans aucun doute que beaucoup d'experts internationaux disent que aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y ait une 3e guerre mondiale. Certains disent qu'elle a déjà commencé. Elle n'est pas probable, mais elle est possible. Et le fait même qu'on se demande si la 3e guerre mondiale est possible en dit long sur l'état du monde. Donc la fin des illusions, le monde ressemble à un ring de boxe. Certains le comparent au Game of Thrones, c'est-à-dire, c'est pas une série américaine, mais c'est vraiment le monde tel qu'il est, où il n'y a plus de règles, plus de tabous. Notamment, il n'y a plus le tabou de la guerre, il n'y a plus le tabou du nucléaire, puisque la menace nucléaire est aujourd'hui agitée. Certains disent que c'est une simple menace, mais néanmoins, le nucléaire apparaît aujourd'hui comme une menace possible pour le monde. Et la guerre n'est plus un tabou, et la guerre peut exister, notamment pour remettre en cause les frontières qu'on pensait établies et reconnues par les Nations Unies, etc. Donc, plus d'illusions, plus de tabous, un ring de boxe, et des institutions internationales qui sont inexistantes, ou en tout cas impuissantes à empêcher la guerre ou à favoriser la paix, et qui pourtant sont là et qui ont besoin d'être réformées. Donc on est dans une période effectivement de grande incertitude, où il est bien difficile de prévoir ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que la tendance de fond, à mon avis, elle est double.
il y a une double fracture. Il y a une fracture Occident-Russie, bien sûr. Il y a une fracture Occident-Asie. On avait annoncé que la Chine deviendrait la première puissance de la planète. En fait, ça ne s'est pas produit. Le déclin américain qui était annoncé ne s'est pas produit. Mais néanmoins, on voit que l'Occident est bousculé et que l'influence occidentale dans le monde diminue et que le monde se tourne vers l'Asie, en tout cas sur le plan économique, de façon absolument inéluctable. Et puis dernière chose, on s'intéresse, nous on a les yeux focus sur l'Ukraine, sur ce qui se passe en fait en Europe. La grande question, c'est effectivement quelle sera la capacité de l'Europe à exister entre les deux blocs, dans cette fracture entre l'Occident et la Russie, ou l'Occident et l'Asie. Est-ce que l'Europe va exister à promouvoir ses valeurs, à ne pas être entraînée dans la guerre? Et finalement, est-ce que nous, en fait, en France, on va réussir à être préservés et avoir une attitude, une politique indépendante par rapport à celle des États-Unis ou celle de la Chine ou Donc, est-ce qu'on peut imaginer une Europe qui résiste à cette pression du monde et à cette incertitude, ou bien est-ce qu'on va être entraîné contre notre gré dans une nouvelle aventure militaire? Alors, vous venez de parler de l'Ukraine, Isabelle Lasserre, vous connaissez bien ce sujet. C'est vrai que l'Ukraine cristallise un petit peu cette relation et cette évolution du monde. Alors, on est clairement dans une période de confrontation à l'échelle du monde. On cherche souvent donc à opposer les démocraties ou l'Occident au reste du monde. Est-ce que c'est pertinent et est-ce que c'est pas finalement faire un peu le jeu des régimes autoritaires que d'entrer dans cette opposition frontale Occident-reste du monde? Alors, oui, je pense que moi j'assume totalement de... Je sais qu'à l'Élysée, par exemple, Emmanuel Macron, régulièrement dans ses discours, dit que cette opposition n'existe pas vraiment et qu'elle est simpliste, binaire et caricaturale. Moi, en même temps, je la vois totalement exister à la fois sur le terrain et dans mon analyse des rapports de force géopolitiques. Et je pense même que la guerre en Ukraine a été un révélateur et un accélérateur d'une nouvelle opposition du monde qui oppose alors soit les démocraties aux autocraties, soit le Nord global, ce qu'on appelle le Sud global. Alors évidemment, je vais caricaturer exprès, parce que évidemment, dans le Sud global, on range l'Inde et l'Inde est une démocratie, donc c'est pas aussi caricatural que voilà. Mais on est là aussi pour simplifier et voilà. On a aujourd'hui deux blocs qui ont l'air d'avoir des priorités complètement différentes. Le bloc du Nord s'intéresse beaucoup à l'Ukraine, il s'intéresse aux questions de démocratie et surtout il essaye de maintenir en vie un ordre international qui a été fondé à la fin des années 45, enfin en 1945, et qui l'a quand même pas mal servi. Et en face, on a un Sud global qui s'intéresse plus aux questions de climat, de développement, et qui aimerait bien justement réformer ces institutions internationales. Alors qu'est-ce qu'on voit? Moi, je vois à travers cette guerre d'Ukraine un effritement des démocraties et qui sont sur la défensive de plus en plus. Elles ont des fragilités internes, bien sûr. On le voit en France avec les Gilets jaunes, on le voit avec la Pologne et la Hongrie qui parfois malmènent les valeurs des démocraties européennes. Et on le voit aussi à l'extérieur parce que l'Europe est confrontée et les démocraties européennes sont confrontées à cette brusque conquête russe de l'Ukraine qui affaiblit les démocraties. Le Sud global, en fait, en face, lui, se construit, s'organise et en fait revendique face à l'ordre occidental une nouvelle place en contestant l'ordre qui a été représenté par les pays du Nord. Ça se voit, alors c'est très clair chez Vladimir Poutine, la Russie de Vladimir Poutine, qui a pris la tête de ce camp,
avec la Chine, Vladimir Poutine lutte contre la démocratie depuis 2008, depuis que ses troupes ont déclaré une guerre à la petite Géorgie qui voulait rejoindre le camp de l'OTAN et de l'Union européenne. Et après, en 2014, la première guerre de l'Ukraine s'est faite au nom de la volonté de rapprochement de l'Ukraine avec les valeurs européennes. Donc on voit bien que c'est la démocratie qui pose un problème à Poutine. Pourquoi ? Parce que en fait, elle peut donner un exemple, un modèle. Si un pays de l'ancienne URSS arrive à vivre démocratiquement, c'est-à-dire avoir des élections libres et liberté de la presse, des droits de l'homme, etc., il peut arriver la même chose en Russie. Et c'est tout ce que Vladimir Poutine refuse. Il a pris la tête avec la Chine d'un ensemble qui voudrait en fait imposer un nouveau mode de société, un espèce de nouveau monde. Ce groupe sino-russe est rejoint par la Turquie, il est rejoint par l'Iran et par l'Inde aussi, pour des raisons différentes. Alors, ils veulent plus de pouvoir, ils veulent changer l'ordre international. Ce sont des pays qui, en général, se fichent des droits de l'homme et des régimes qui veulent garder un pouvoir éternel, donc ils sont absolument contre le changement de pouvoir. Ils donnent aussi une image assez négative dans les réseaux sociaux et dans leur guerre de l'information des démocraties européennes qui, selon eux, sont décadentes. Alors ça, c'est la Russie est maître dans cette désinformation. L'Occident décadent parce qu'il est trop ouvert à l'immigration, qu'il le déborde, parce qu'il y a trop de LGBT, etc. C'est un discours qui d'ailleurs marche assez bien parmi tous les relais du pouvoir russe dans les pays européens. Il est rejoint aussi, ce groupe, de manière régulière par un grand nombre de pays africains et asiatiques. On avait vu quand même au début, en février 2022, qu'une quarantaine de pays de l'ONU n'avaient pas voté la résolution qui condamnait l'agression russe contre l'Ukraine. Alors certes, tout le monde n'avait pas, la plupart s'étaient abstenus, mais il y a quand même en fait une volonté, comme chez les pays non alignés des années 60, une volonté en fait de reprendre son destin en main, de ne pas forcément faire partie de ces alliances occidentales, et une volonté de ne pas choisir, et de choisir des alliances en fonction des intérêts qui sont les intérêts de ces pays émergents. Et ces intérêts, pense-t-il, ont été en fait bafoués par... Je suis trop longue, c'est ça ? Non, mais je voudrais réagir à ce que vous d'accord. dites. Juste une chose. Je peux continuer. Non, allez-y. Il y a aussi une illusion, Ulysse Gosset, parce qu'on assiste aussi pour moi à la fin des illusions de l'Occident sur la démocratie, c'est-à-dire qu'il est loin le temps où, en 2003, les néoconservateurs américains pensaient qu'en faisant tomber Saddam Hussein violemment en Irak, la démocratie allait se répandre comme une traînée de poudre et stabiliser absolument tout le Moyen-Orient. On n'en est pas du tout là, ça a été un échec flagrant à l'époque, mais on s'aperçoit aujourd'hui que la démocratie est en recul parce que de nombreux peuples et de nombreux régimes considèrent que ce n'est pas le modèle dont ils rêvent. Et en fait, on avait une illusion en disant mais forcément tout le monde va se rallier à notre modèle démocratique. C'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Ça, d'ailleurs, on va en parler demain matin sur un peu ces paix plaqués ou ces visions qui ne connaissent pas non plus la réalité des sociétés. Et puis je pense qu'on en parlera sur l'Afrique. Mais dans ce que vous venez d'expliquer, notamment, c'est vrai que c'était frappant, les votes aux Nations Unies de pays ou de grandes puissances qui se sont abstenus sur l'agression de la Russie en Ukraine. Et on peut avoir des clés de lecture différentes en se disant mais comment est-ce qu'on peut refuser de condamner l'agression d'un pays, mais en effet, il y avait derrière ça pas tellement la question de la guerre ou de la paix, mais la question de l'émancipation, et certains pays aussi qui ont envie, souhaitent aussi jouer un rôle, soit un rôle pivot ou de dialogue, et parmi ces pays, il y a la Turquie. Alors Céline Lussato, vous avez beaucoup travaillé sur la Turquie, on parle de démocratie ou de régime plus autoritaire. Ce pays, il évolue, il y a des élections, et on en parlait pour préparer ce débat, il n'y a pas besoin de bourrage d'urne pour tenir un pays. Et en même temps, on voit bien ce rôle que veut jouer aujourd'hui la Turquie comme puissance régionale,
avec ce pays qui est à la fois membre de l'OTAN et en même temps dans une relation très complexe avec le reste du monde. Oui, en préparant le débat, on se questionnait démocratie ou pas démocratie. Malheureusement, le problème n'est pas binaire. On voit bien que donc, au printemps, il y a eu de nouvelles élections en Turquie, présidentielles. Et on a vu à cette occasion qu'après 20 ans de pouvoir, Tayyip Erdogan a été réélu par une population turque qui est bel et bien allée dans des isoloirs, qui ont mis leur bureau de... Mais au second tour. Au second tour, cette fois, c'était la petite subtilité, mais voilà. Et pour autant, la Turquie, malheureusement, n'est plus une démocratie. Car il ne suffit pas d'organiser des élections pour être un pays démocratique. Et ça, en fait, on l'oublie tout le temps. Il n'y a plus aucune liberté de la presse, évidemment, dans ce pays, comme tout le monde le sait. Et il n'y a plus non plus de contrôle de ces élections. Les instances existent. Il y a comme ça, en fait, une illusion ou un contrôle Potemkin du système électoral en Turquie. Les institutions existent, elles sont toutes contrôlées par des responsables de l'AKP, donc le parti de Tayyip Erdogan. Et la Turquie est loin d'être le seul pays, évidemment, où la démocratie n'est qu'une illusion. On voit bien d'autres pays, la Tunisie, dont je reviens, malheureusement un pays qui était à l'initiative des printemps arabes en 2011 et qui aujourd'hui est retombé dans une nouvelle dictature, puisque le président Kais Saïed contrôle absolument tout le pays et gouverne par décret-loi depuis 1 an et demi. Mais pour en revenir à la Turquie, et effectivement, c'est un pays qui aspire à être... ce qu'on appelle aujourd'hui une puissance moyenne, donc un pays leader dans sa région. La particularité dont vous parliez, c'est cette position qui correspond à sa position géographique, un pied en Europe et un pied en Asie, à la fois dans l'OTAN, mais alliée quand elle l'estime nécessaire à la Russie de Vladimir Poutine. Alors certains expliquent cela uniquement par cet aspect géographique où on peut dire ils n'ont pas le choix. Mais si, évidemment, la Turquie a le choix. Pourquoi ? Et vous me demandiez quelles sont les aspirations de ce régime dans cette je sais pas, politique girouette régionale. L'aspiration du régime, elle est tout d'abord très simple. Il suffit de constater les 20 ans au pouvoir de Tayyip Erdogan. L'aspiration, elle est de rester au pouvoir. C'est le danger dans ces pays qui ne sont plus des démocraties, c'est que des dictateurs s'installent et ne souhaitent plus partir de la tête de l'État. Quels sont les critères de cela ? Déjà, le règne familial. N'oublions pas que Bilal Erdogan, son fils, est un chef d'entreprise qui profite des largesses du pouvoir. Son gendre, un temps ministre des Finances, qui aujourd'hui contrôle l'entreprise phare de l'armement turc, qui produit les drones Bayraktar qu'on a vus vendus à l'Ukraine. Il fait sa promotion comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui Erdogan souhaite autre chose que rester au pouvoir, c'est-à-dire est-ce que sa politique étrangère de puissance moyenne aspire à autre chose ? C'est difficile à dire, mais comment tout est un enchaînement, et ce désir de jouer un rôle sur la politique internationale sert ses intérêts de politique intérieure. Plus il apparaîtra comme un homme fort, plus il est celui qui
comment va bloquer, par exemple, l'adhésion de la Suède à l'OTAN comme il l'a fait il y a 2 mois, et plus, en fait, son électorat sera séduit par lui, évidemment. Ça, c'est le renforcement toujours du sentiment national. On essaye en effet d'exalter cette, cette forme de nationalisme pour exister sur la scène internationale. Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas... les élections ne veulent pas dire qu'on est en démocratie. Mais alors, il y a des pays, et l'actualité de cet été, Ousmane Ndiaye nous l'a montré de façon très, très flagrante, où on a cette succession en Afrique de coups d'État dans de nombreux pays africains depuis 2020. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer en Afrique, puisque avant le Niger et donc cet été, et le Mali, avant il y avait donc le Mali, le Burkina, il y avait la Guinée également. Le président Hollande avait décidé d'une intervention aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, lâchée par Obama d'ailleurs, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on voit comme inéluctable une forme de marginalisation de la France dans toute cette partie de l'Afrique. Quelle est la réalité de ce rejet de la France? Parce qu'on voit aussi des manifestations anti-françaises. Est-ce que ce sont des manifestations spontanées? Est-ce que l'opinion publique est aussi un peu manipulée ou pas? Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres coups d'État? En gros, c'est quoi la grille de lecture de ce qui se passe en ce moment en Afrique? Merci, ça fait beaucoup de questions. Alors, je pense que ce qu'il faut comprendre d'abord, pour moi, il y a 3 cycles qui s'achèvent en même temps. D'où l'année 2023, une bascule, une année charnière. On a le cycle long qui s'achève, mais difficilement, en ayant des soubresauts. C'est ce que j'appellerais le cycle des décolonisations mal faites, avec une volonté de garder une sphère d'influence de la France. Et ce cycle est symbolisé par 2 choses qui n'ont jamais été aussi contestées qu'en 2023. C'est la présence militaire française, qui est un héritage, qui est un des derniers avatars de la colonisation, parce qu'il faut se dire une chose. On a beau dire que la présence, c'est pour la lutte antiterroriste, mais de fait, sur le temps long, sur l'histoire, la présence militaire française est un héritage de la colonisation et qui est resté discontinu. La plupart des bases militaires françaises qui existent, c'était des bases militaires coloniales, en fait. On ne peut pas délier les deux comme ça, en faisant un virage stratégique. Le sens de la présence française, c'est la lutte contre le terrorisme. D'autant plus que le terrorisme, en tout cas au Sahel, est un phénomène nouveau. Il est apparu cette décennie, ces 10 dernières années. Donc il y a ce cycle-là qui est le premier cycle. Le deuxième cycle est lié à la France aussi. Je pense que la décennie où la France se réengage en Afrique et se reprend la guerre en Afrique, avec l'engagement Serval-Barkhane au Mali et au début de la décennie Côte d'Ivoire-Libye, parce que ça c'est très important. Au début de la décennie, la France est réentrée en guerre. On le néglige, mais quand même ça fait 3-4 guerres en une décennie. Et on arrive en 2023 inéluctablement à la fin de ce cycle de réengagement, et ce cycle se referme pas à l'initiative stratégique de la France, mais du fait des Africains, qui constatent, avant les coups d'État, cette décennie de réengagement. En termes de résultats, on peut le tourner comme on veut, c'est un échec. Aujourd'hui, personne ne peut dire que la Libye, à mon avis, est une réussite. Je ne conteste pas, on en a reparlé avec le livre du président Nicolas Sarkozy, en fait, les causes qui justifient l'entrée en guerre, on peut en discuter, elles peuvent être bonnes ou pas, mais de fait, la Libye, c'est 2 pays, etc., c'est un échec. On a connu plus tard l'entrée en guerre contre le terrorisme Mali, donc extension
aux autres pays du Sahel. Là, on arrive à un cycle d'échecs. Donc, cette décennie est en train de se clore. Elle se clôt sur un divorce, elle se clôt de façon brutale, parce qu'à mon avis, l'engagement français n'était pas clair dans son objectif, quoi qu'on puisse dire. Il me semble que dans le processus, il y a toujours quelque chose qui m'a frappé, moi, parce qu'on parle beaucoup de démocratie, transparence. En fait, la guerre a toujours précédé le débat sur la guerre. Là, par exemple, une des grandes promesses du président de la République sur le Sahel, c'est un débat parlementaire. Mais pour décider de quoi? Parce qu'il y a un débat parlementaire qui a annoncé un grand débat national. Mais pour décider de quoi, au fond? Parce que la réalité du terrain, les erreurs stratégiques ont refermé le cycle. Ils l'ont refermé sans perspective stratégique pour la France. C'est là où je pense que la France est entrée dans un processus de marginalisation qui est très complexe, d'autant plus que je pense qu'une partie des alliés naturels de la France ont décroché du point de vue stratégique parce qu'ils voyaient, à mon avis, l'échec français revenir. Je rappelle toujours que oui, la France est dans une position de rupture très, très ferme avec le Mali, le Burkina, mais tous les autres pays européens ont des ambassades, continuent la coopération, etc. En fait, contrairement à ce qui était théorisé avec Takuba, avec le sommet de Pau, parce que l'objectif stratégique du président Emmanuel Macron, c'est de sortir du face-à-face France-Afrique. Au fond, on a exactement le résultat inverse. La France se retrouve dans un face-à-face, y compris même dans les mesures que je trouve qui n'ont pas de sens si ce n'est pas pris dans un cadre européen. Par exemple, la récente mesure de restriction sur les visas, je doute de la portée ni du sens, parce que, bon, tant que les autres pays de Schengen donnent des visas, bon, les gens peuvent venir en France faire leur spectacle. Bref, ça c'est un exemple encore d'impéritie. Donc ce cycle se referme, et dans le cadre de ce cycle qui se referme, on a vu émerger ce qu'on appelle, bon, moi j'utilise pas le mot parce que je trouve qu'il ne convient pas, le sentiment anti-français, qui me semble être aussi l'expression de quelque chose de plus profond. C'est pour ça que je n'utilise pas le sentiment anti-français. Je ne l'utilise pas parce qu'au fond, ce qui est visé, et c'est en ça que c'est compliqué, je ne pense pas que ça soit le corpus de valeurs, le projet démocratique ou la France en tant que ce qu'elle est qui est visé. Non, je pense que c'est la politique de ces 10 dernières années avec les avatars du postcolonialisme mal digérés qui sont visés. Ça, c'est très important. C'est une contestation politique, au fond. Et le discours est politique. Et contrairement à ce qu'on a tendance à vouloir percevoir d'ici, oui, il y a les groupes marginaux qui sont dans un discours totalement violent, voire raciste. Mais à côté, il y a quand même les forces politiques organisées, y compris les forces démocratiques, qui sont dans des positions qu'on peut qualifier d'anti-françaises. Au Tchad, la plus grande organisation de la société civile s'appelle Wakit Tama. Bon, la semaine dernière, j'y étais. Ils ont demandé le départ des militaires françaises. Or, c'est une organisation reconnue comme démocratique, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important à la fois, qui est un rejet politique radical, mais qui n'en demeure pas moins une sorte de demande de redéfinition de la relation plus que la rupture. Je pense qu'il y a rupture parce que justement du côté français, je finis juste ça, c'est important, ça n'a pas été pris en compte. Je donne toujours 2 exemples, qui ont été des exemples, à mon avis, qui ont précipité l'échec de la France et l'explosion des alliances avec le Mali et le Sahel. La France met des lignes rouges. Et ces lignes rouges ne sont pas partagées, ce n'est pas des co-décisions. Une des premières lignes rouges, pas de négociation avec les djihadistes. Ça, c'était la première rupture avec le Mali. Or, ces pays-là ont organisé des dialogues nationaux, etc. Il y a une partie des forces sociales, des forces organisées du pays qui disent « Attention, la solution de paix est une négociation. » Parce qu'il faut distinguer les djihadistes. Il y a les djihadistes qu'on peut récupérer, qu'on ne peut pas récupérer. Et cela aussi traduit une chose qui est aussi importante,
en 2012 quand la France entre en guerre contre le djihadisme et aujourd'hui, la nature du djihadisme a changé, la nature de la menace a changé, les méthodes et l'objectif des Français n'ont pas changé. C'est-à-dire le cœur du djihadisme, même si c'est l'idéologie religieuse, les extinctions avec les organisations terroristes internationales, il y a le djihadisme a été le ressac, le djihadisme a récupéré tous les antagonismes existants, y compris l'antagonisme des rébellions Touareg, l'antagonisme du conflit communautaire Peul-Dogon, etc. Donc en fait, ce qu'on nomme djihadisme, c'est un conflit avec beaucoup d'aspects. C'est pas, le djihadisme est une forme d'expression de conflits antérieurs qu'il a djihadisé en quelque sorte. Ça me paraît important. Et puis, parce que je pense que j'ai plus de temps, juste pour finir, sur les coups d'État. Alors, je pense qu'il faut deux choses. Il ne faut pas mettre tous les coups d'État dans le même sac, premier problème. Première distinction importante, il y a beaucoup de coups d'État, mais ce n'est pas les mêmes trajectoires, ce n'est pas les mêmes histoires. Et souvent, le coup d'État est un symptôme. Je pense que quand vous prenez le coup d'État au Niger, le dernier, moi, je trouve qu'il est totalement différent de ce qu'a pu être les coups d'État au Burkina. Parce que ce n'est pas les mêmes processus, qu'on le veuille ou non. Si on regarde le rôle de l'armée au Niger dans le processus démocratique, l'armée a plutôt été un régulateur démocratique, paradoxalement. Parce que le dernier coup d'État au Niger, c'était un coup d'État pour restaurer l'ordre démocratique. Parce que le président qui était démocratiquement élu a changé la constitution pour vouloir faire un troisième mandat. Les militaires ont fait un coup d'État, ont organisé des élections libres et transparentes, et le régime actuel de Issoufou et Bazoum est issu de ce processus. Et ce n'était pas la première fois. Donc, le rôle de l'armée, qu'on le veuille ou non, après, on peut contester. Moi, personnellement, j'ai toujours considéré que c'était une anomalie issue de la conférence nationale qui a acté la naissance de la démocratie nigérienne, où il y a eu un débat sur le rôle de l'armée et il y a eu une sorte de consensus sur le fait que l'armée doit être le dernier recours. Et contrairement au coup d'État burkinabé, on voit clairement que c'est un coup de force lié beaucoup à des conditions internes et qu'il y a dans l'armée burkinabé la tradition des coups d'État. À ce que je sache, il n'y a pas eu de... C'est pas le même rôle d'équilibre ou de recours. Vous allez au Gabon, c'est la même chose. Hein. Le coup d'État gabonais, pour moi, n'a rien à voir avec les autres coups d'État parce que de fait, il précède un putsch symbolique. C'est-à-dire les bongos, c'était le coup d'État permanent parce que tout le monde sait qu'ils donnaient des résultats où il y avait plus... ils ont plus de voix que d'électeurs. Alors, pour prolonger ce que vous dites, parce qu'on voit bien, on parle aussi de démocratie ou pas, l'évolution du monde, en fait, elle interroge autour de la question des valeurs et de la question des intérêts. Ce qui apparaît là, je m'adresse à Ulysse Gosset, peut-être pour répondre à cette question, c'est que la France, peut-être d'autres, ont l'impression de subir cette évolution du monde. On a l'impression qu'on ne la maîtrise pas, que tout ça nous échappe et que ça se fait soit contre nous, soit sans nous. Est-ce qu'il faut complètement repenser notre politique étrangère ? Quelle méthode on utilise pour revenir dans le jeu aujourd'hui de la réalité, de ces rapports de force, de ces aspirations ? Est-ce que finalement, on n'a pas quelques décennies de retard dans notre façon de comprendre les choses ? Et comment est-ce qu'on peut concilier les valeurs et les intérêts ? Alors sur l'Afrique, clairement, après ce qui vient d'être dit, il faut changer de politique. Et donc la première recommandation en Afrique, c'est en fait de ne pas décider quelle politique on va avoir avant d'avoir écouté et entendu ce que veulent les Africains. Donc la première règle, ça devrait être écoutons ce que les Africains ont à nous dire. Que veulent-ils ? Comment le veulent-ils ? Et ensuite avoir une relation, comme ils le souhaitent, de partenaire. Je ne dirais pas d'égal à égal, parce que ce serait un peu hypocrite, mais en tout cas une relation où le dialogue se fait d'égal à égal en fonction des intérêts d'abord des pays africains. Si on ne remet pas ça sur le tapis, on ne sera pas audible. D'ailleurs, on n'est pas audible. Quelles que soient les volontés d'Emmanuel Macron en Afrique, il n'est pas audible.
Et la France, en général, n'est pas audible. Donc elle peut dire ce qu'elle veut. On ne pourra pas empêcher l'interprétation qui est faite de la présence française en Afrique comme finalement la continuation de la colonisation sous une autre forme. Donc il faut changer complètement d'attitude en Afrique. Il faut remettre tout à plat et ça prendra du temps. Et il n'est pas exclu que les régimes qui nous ont mis dehors nous appellent de nouveau pour non pas intervenir, mais simplement pour être partenaires. Ça, c'est la première chose pour l'Afrique. Sur est-ce qu'on est acteur ou spectateur, on était, nous, inscrits dans une phase de multilatéralisme qui finalement touchait l'ensemble de la planète et du monde et de l'Europe en particulier. Aujourd'hui, on est dans une phase de montée des nationalismes et de triomphe des populismes qui touche l'Europe aussi. L'élection de Macron a été je dirais, l'exception qui confirme la règle, mais en réalité, Marine Le Pen aurait dû, entre guillemets, être élue à la place de Macron si on s'inscrit dans cette dynamique de triomphe des populismes qui a gagné toute l'Europe. Triomphe des populismes en Europe, en Asie, en Inde en particulier, aux États-Unis aussi. Donc en fait, il y a une vague populiste à l'échelle de la planète qu'on subit, mais sur laquelle l'Europe a quand même bien résisté, avec des élections notamment dans certains pays comme l'Espagne, la France, l'Allemagne, etc. Mais le Brexit était une forme de populisme d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on voit avec le recul que la majorité des Britanniques finalement refusent le Brexit et en tout cas se rendent compte que ce n'est pas la solution qu'ils avaient imaginée quand on leur a vendu le départ de l'Union européenne. Donc en fait, on est soumis à des vagues successives comme ça. Et bon, il faut reconnaître que la France, elle subit, elle s'adapte. Et on se demande toujours si la France est une grande puissance ou pas. Est-ce que c'est une moyenne grande puissance ou quelle est son influence, etc. La spécificité de la France, c'est qu'elle a une arme nucléaire, ce qui en fait un pays différent. C'est l'un des 2 seuls pays à avoir l'arme atomique en Europe. Donc c'est un des rares pays dans le monde quand même aujourd'hui, même s'il y a une prolifération nucléaire, qui dispose de l'arme atomique. C'est un pays qui a également une place au Conseil de sécurité. On le rappelle à chaque fois, mais ça fait partie de la grandeur de la France, entre guillemets, en tout cas de son aspect bien particulier. Donc la France pense qu'avec son arme atomique, ses capacités d'intervention et son poste au Conseil de sécurité, elle a toujours une influence et une capacité d'influence. Et il y a toujours cette volonté des chefs d'État français d'avoir finalement un regard sur le monde et d'être entendus. On s'aperçoit, bon, malheureusement, qu'à l'échelle de la planète, la France, comme l'Occident, on pourrait dire la France et l'Occident, voient leur influence diminuer, décliner. Et certains n'hésitent pas à dire que finalement c'est le déclin d'Occident qui pourrait se terminer par la fin de l'histoire pour l'Occident. Alors on a déjà annoncé la fin de l'histoire qui ne s'est pas produite, donc soyons prudents. Mais néanmoins, on voit bien que l'influence occidentale, et Isabelle Lasserre le rappelait très justement en mentionnant à 4 reprises le Sud global, on voit bien qu'on est dans un changement de paradigme à l'échelle de la planète. Et que ce Sud global dont on parle tant, même s'il est difficile à définir, par exemple on s'est demandé est-ce que la Russie appartient au Sud global ? Apparemment non, mais et l'Inde et la Chine, etc. Mais on voit bien qu'il y a autre chose qui se met en place. En fait, c'est le changement de paradigme à l'échelle de la planète à laquelle nous assistons, avec beaucoup d'interrogations, mais les fameux BRICS. Voilà, on l'a vu cet été avec l'élargissement des BRICS, voilà, avec des pays qui font leur entrée comme l'Iran au sein des BRICS. Voilà, donc l'élargissement des BRICS, l'arrivée, enfin, les puissances régionales qui se veulent de nouveaux empires. On parle de la Turquie très justement, qui veut avoir ce rôle finalement de retour à l'Empire ottoman d'une certaine manière, enfin, dans le contexte d'aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un changement à l'échelle de la planète et nous ne sommes qu'un petit acteur, mais qui a une grande histoire et qui refuse de l'oublier. Voilà. Et il y a des grands acteurs qui sont évidemment dans le jeu international absolument incontournables. C'est les États-Unis et c'est la Chine. Il va y avoir des élections américaines, une élection présidentielle l'année prochaine. Sur la Chine, tout le monde nous présente comme inéluctable le conflit Chine-Taïwan. Alors est-ce qu'il y a des moyens de l'éviter ou pas ? Quel rôle, comment cette relation entre les États-Unis et la Chine peut aussi interférer sur l'évolution du monde ? Qui veut répondre à ça avant qu'on donne la parole au public pour poser ces questions ?
Là, en fait, c'est pile, c'est une parfaite illustration de la nouvelle impuissance de la France et de l'Europe, cette question, puisque, en fait, la France est quand même devenue une puissance moyenne endettée et travaillée par des conflits sociaux qui n'ont pas l'air de se... Enfin, qui ne se calment pas. Alors certes, avec l'arme nucléaire, mais le problème, c'est que, en fait, depuis cette fin de l'histoire annoncée à tort, toute l'Europe s'est complètement désarmée. Et aujourd'hui, on est arrivé de ce monde des bisounours en réalisant que la guerre était revenue. Et on arrive sans armes face à des acteurs globaux qui se sont armés ou réarmés depuis 30 ans. Donc c'est un match quasiment inégal entre l'Europe et les grandes puissances. Et je ne suis pas certaine, moi, que tous les pays d'Europe se soient complètement éveillés à cet nouvel état de fait. La France, oui. L'Allemagne, par exemple, j'en doute encore. Et c'est là qu'arrive le conflit annoncé entre la Chine et les États-Unis. Et c'est là que l'Europe a un énorme problème, c'est-à-dire qu'elle doit en fait s'unir pour pouvoir peser dans le monde, récupérer son indépendance stratégique, c'est-à-dire en fait la construire, la reconstruire, y compris en l'affirmant face aux États-Unis qui vont peut-être élire pour la deuxième fois Donald Trump. Et ils doivent aussi l'affirmer face aux autres puissances émergentes, notamment la Chine. Et là, l'Europe est au milieu. Les États-Unis lui demandent en fait de choisir le camp américain. Et l'Europe, pour l'instant, n'est pas rentrée dans ce débat. C'est-à-dire que la volonté de l'Europe, et de Macron aussi, parce que c'est aussi, la France est un petit peu le moteur dans ce débat, c'est en fait, d'être une espèce de tierce puissance, un pouvoir de balance, c'est pas dit comme ça, mais ça peut être interprété comme ça, entre ces deux grandes puissances, l'une qui est une dictature et l'autre une démocratie, même si elle devient imparfaite. Et c'est très compliqué parce que l'Europe va devoir choisir. Peut-être. Elle va devoir aussi se réarmer sérieusement si elle veut, en fait, peser dans le monde qui vient, y compris face à la Russie. Voilà. Et dans l'immédiat, je crois que moi, la France n'a absolument plus les moyens d'influencer de la manière dont elle le faisait avant, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Le pouvoir de la France en Indo-Pacifique, enfin c'est risible pour les Américains. C'est-à-dire c'est 4 bateaux, 3 petites îles, ça va pas résister au clignement de cils des Chinois quand ils seront prêts. Donc en fait, je pense que l'Europe doit se concentrer sur elle-même pour se reconstituer à la fois politiquement, à la fois culturellement, à la fois militairement. Et ensuite s'affirmer sur la scène internationale et renouer des alliances plus saines. Mais c'est un travail de très très longue haleine. Sinon, si elle ne fait pas ça, pour moi, l'Europe risque vraiment, pour le coup, de sortir de l'histoire, mais de manière imposée, et non plus comme une libération, mais comme une punition en fait. Alors, dans un an, il y a des élections américaines. Quels sont les grands enjeux de cette élection ? Je crois qu'il y a un sondage il y a quelques jours qui donnait 10 points d'avance à Trump, alors qu'il était un peu surprenant par rapport aux autres sondages. Mais on voit bien que ça peut être un peu contre-intuitif. Et sur quoi peut se jouer cette élection américaine de 2024 ? Alors, il est beaucoup trop tôt pour répondre précisément à la question, mais on voit bien... je trouve que ce qui est très, très important aussi à souligner, c'est que... pour le monde, cette élection va avoir des conséquences capitales si Donald Trump est réélu. Et on sait combien le fait que Joe Biden soit président a changé beaucoup de choses dans l'échiquier mondial, dans le déclenchement de la guerre par Vladimir Poutine. Le fait que Joe Biden ait été à ce moment-là président des États-Unis a fait qu'on est aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que les États-Unis aident de manière très importante l'Ukraine militairement. Ça n'aurait sans doute pas été le cas, enfin en tout cas on peut présumer que ça n'aurait pas été le cas si Donald Trump avait été président à ce moment-là. Comment les choses pourraient tourner à l'échelle mondiale s'il reprenait la Maison-Blanche à nouveau, c'est une grande inconnue, mais bon, on le redoute tout de même, nous, de notre point de vue.
Or, il ne faut pas oublier que du point de vue américain, ces dossiers internationaux ne vont pas entrer en résonance avec chaque Américain lorsqu'ils mettront un bulletin dans l'urne, ou bien ils l'enverront par la poste. On sait combien les modes de scrutin amènent des complications aux États-Unis. Et donc c'est là aussi le grand problème qui nous touche, nous, Français et Européens, c'est qu'on s'inquiète de cette élection pour les raisons qu'on vient de donner, tandis que l'électeur américain votera pour de toute autre raison. Merci. Alors, on a un peu de temps pour pouvoir vous donner la parole et profiter de la présence de nos invités pour répondre à vos questions. Y a-t-il des questions dans la salle? J'imagine que oui. Alors, monsieur, au fond, il y a des micros qui vont circuler. Bonjour à vous. On remarque que l'Europe a son idéal de démocratie qu'elle met en avant. Mais est-ce que justement c'est ça qui bloquerait, parce que chaque pays a une histoire et une culture différente, et aujourd'hui l'Europe on a vu l'échec de la démocratie qu'on a essayé d'apporter au Moyen-Orient, notamment avec les États-Unis, et il se trouve que chaque pays un système politique ne peut pas fonctionner pour tous les pays. Et est-ce que justement l'Occident serait à côté de la plaque là-dedans aujourd'hui? Ulysse Gosset. Je voudrais dire sur l'Europe, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, l'Europe, c'est finalement 27 pays, d'accord? Déjà, c'est pas facile à 27. Mais en réalité, il faut se préparer à une Europe à 35. Il y a 8 pays qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne, dont l'Ukraine. Et l'une des prochaines décisions à venir très importantes pour les Européens, ça va se jouer à la fin de l'année au Conseil européen des chefs d'État à la fin de l'année, c'est de décider ouvertement le processus d'adhésion de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils se mettent en marche. C'est-à-dire pas simplement de dire oui, on est pour que l'Ukraine soit dans l'Union européenne, c'est à quel moment on commence et quel est le calendrier. Alors, ça peut durer 20 ans ou ça peut durer moins longtemps, mais en tout cas, ils doivent décider, les chefs d'État européens, quand le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va commencer. Donc c'est absolument fondamental, parce que c'est donc la perspective pour l'Ukraine d'être dans l'Union européenne, donc d'établir un état de fait par rapport à la Russie qui est évidemment très important. Mais ça veut nous dire aussi qu'il y a d'autres pays qui sont candidats, des petits pays, qui veulent venir dans l'Europe et à qui on va devoir dire, vous voyez, l'Ukraine est prioritaire, etc. Mais en tout cas, imaginons que l'Europe est à 35, que les adhésions se fassent. C'est-à-dire que ça change complètement la donne. Et donc, ça veut dire que l'Europe va devoir se réformer. Et donc, les grands débats au sein de l'Europe aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut continuer, par exemple, à avoir la règle de l'unanimité? C'est-à-dire qu'il faut que tous les 27 soient d'accord, ou les 35, pour qu'on prenne telle ou telle décision. Par exemple, est-ce qu'on fait la guerre? Est-ce qu'on produit des vaccins? Est-ce qu'on se réarme, comme le dit Isabelle? Est-ce qu'on fait une décision à la majorité qualifiée, c'est-à-dire en fait une majorité d'un certain nombre de pays, c'est-à-dire peut-être 5, 6, 7 pays, ou est-ce qu'on est toujours dans la règle de l'unanimité? En clair, est-ce qu'on va avoir une nouvelle Europe avec différents cercles de décision, les pays historiques, fondateurs, les deuxièmes pays adhérents, etc. Enfin, rien n'est acquis, mais on va devoir y réfléchir, et de la façon dont seront prises les décisions dépendra l'avenir de l'Europe. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Et je pense que pour l'Europe, déjà c'est difficile aujourd'hui parce que c'est pas le fait forcément d'être à 27 qui est compliqué, mais on voit bien qu'il y a des intérêts très divergents. La crise des migrants aujourd'hui, c'est un révélateur. C'est un échec pour l'Union européenne qui n'a pas réussi à se préparer, qui n'a pas anticipé, qui n'a pas compris l'enjeu, en tout cas pas suffisamment au point de prendre des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, mais enfin de s'organiser. Vous savez, il y a un fameux pacte migratoire qui est en discussion actuellement pour savoir comment on gère l'arrivée des migrants. Il y a des désaccords profonds. Si on pense à la Hongrie, si on pense à la Pologne, si on pense que l'Europe a été capable d'absorber des millions de réfugiés ukrainiens et qu'elle fait un drame absolu sur les 8000 migrants arrivant d'Afrique, vous voyez le décalage. Donc il y a des problèmes énormes qui se posent à l'Europe aujourd'hui. Donc l'Europe est sous tension et c'est pas facile. Et puis il y a la question de la guerre, parce que ça c'est le problème fondamental. Moi je dirais qu'il faut quand même admettre que l'Europe a réussi au cours des 5 dernières années à prendre des décisions inimaginables il y a encore quelques années. Par exemple, la question des vaccins produits ensemble au moment du Covid, c'est absolument incroyable. La capacité qu'a eu l'Europe
de produire des vaccins en commun, de fournir finalement tous les pays européens, d'avoir des décisions communes. Ça, c'est quand même assez remarquable et on n'aurait pas pu l'imaginer. Aujourd'hui, on a la même problématique sur les munitions, les armements, parce que la guerre en Ukraine, bon, on aide les Ukrainiens, on n'a plus de stock. Les canons César, les avions, tout ce que vous voulez, les munitions surtout, on n'en a plus. Donc il faut en produire. Est-ce qu'on les produit chacun chez soi ou est-ce qu'on le produit à l'échelle européenne? Donc là aussi, on a un début de solution qui se met en place. Il y a une volonté d'avoir une sorte de décision commune pour la fabrication d'armes, que ça plaise. Alors évidemment, ici c'est le Forum pour la paix. Je suis désolé de dire que l'Europe est en train de se réarmer et d'augmenter les budgets de la défense partout et de fabriquer ensemble des munitions. Donc on s'éloigne de la capacité de la paix, sauf si on se dit qu'en ayant des armements suffisants, on peut prévenir la guerre, puisque c'est aussi l'objectif. Mais néanmoins, pour l'Europe, la décision politique de fabriquer des armes ensemble, c'est absolument majeur. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est cette capacité qu'a l'Union européenne. Et puis enfin, sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'on fait si Taïwan est attaqué par la Chine et que l'Amérique entre en guerre contre la Chine? S'il y a un conflit dans le Pacifique, que peut faire l'Europe et la France? Est-ce que la France doit suivre? Est-ce qu'elle peut s'abstenir? Est-ce qu'elle peut être neutre? Ou bien est-ce qu'elle est obligée de s'aligner sur les États-Unis, comme cela semble être le cas? Donc, vous voyez, il y a des décisions majeures et donc ça réclame un leadership très fort. Alors Macron est très, très souvent critiqué et à juste titre, mais sur l'Europe, c'est vrai qu'il a eu une capacité d'entraînement et qu'il a posé au moins les termes du débat et que le leadership des dirigeants européens et de l'Europe en général va avoir un impact considérable pour les années qui viennent. Alors Céline Lussato et Isabelle Lasserre souhaitent aussi vous répondre. En tout cas, il y a un élément quand même qui est très étonnant, c'est que l'Europe, elle est à contre-courant des grandes tendances du monde actuel, parce que l'Europe, c'est une communauté de droit qui promeut le multilatéralisme. C'est le seul exemple dans l'histoire d'une union d'États et de peuples qui ne se soit pas faite par la force. Et avec une charte des droits fondamentaux, bref, c'est à contre-courant de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Céline Lussato, Isabelle Lasserre. Oui, Ulysse Gosset vous a répondu d'un point de vue politique et militaire, et je voudrais vous répondre peut-être un tout petit peu sur le plan philosophique. Vous demandez en gros, si j'ai bien compris, si la démocratie est le meilleur régime possible pour la planète dans son ensemble. Oui. Je suis désolée de vous le dire. Je crois à cela. Et je le crois à force d'avoir parcouru une bonne partie du monde et d'avoir été à l'écoute des gens. Quand certaines personnes vous disent non mais tu sais là-bas dans cette région ils sont pas faits pour la démocratie, il vaut mieux pour eux un leader fort. C'est pas ce que les gens souhaitent. C'est ce que peut-être arrange certains dirigeants d'ailleurs, etc. La démocratie, c'est la liberté, c'est ce à quoi chacun aspire en réalité. Est-ce que chaque pays est prêt à cela? Est-ce que l'éducation est suffisamment en place dans ces pays-là? Est-ce que chacun sait lire et écrire pour savoir ce qu'il y a écrit sur un bulletin de vote pour le glisser dans une urne? Peut-être pas. Dans certains pays, il y a le nom du parti et puis il y a un logo à côté. Oui, parce qu'en fait, les gens ne sauraient pas lire, en fait, tout simplement, le nom du parti. Mais que souhaitent les gens dans ces pays dont parfois, en Europe, on estime que, mais non, mais la démocratie, c'est pas fait pour eux. Eux, oui, ils aspirent à la liberté et oui, ils aspirent à la démocratie. Isabelle Lasserre, puis après Ousmane Ndiaye. Juste en 3 phrases. Alors moi, je trouve que c'est une excellente question. Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Il serait vraiment temps qu'on se la pose parce qu'il y a pas mal de leaders, genre Vladimir Poutine et Xi Jinping, ils pensent qu'on est complètement à côté de la plaque. Et je pense qu'il faut aujourd'hui d'urgence regarder les faiblesses de nos démocraties et voir s'il n'y a pas aussi des failles dans ces démocraties. Parce qu'on est à un moment où ils se marrent, Poutine et Xi Jinping, parce qu'ils voient passer, eux, des dirigeants qui changent tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Et eux, ils ont l'éternité pour eux, parce qu'ils ne sont pas en démocratie, ils sont en dictature, ils sont tout le temps réélus. Et en plus, ils ont des visions à long terme pour leur pays. Donc, il faut se poser la question de savoir comment on s'adapte à ça. Deuxième chose, notre société de respect des droits de l'homme, alors que, en fait, on est dans ce monde de rapports de force, on est en face de puissances qui ne respectent pas les droits de l'homme.
notre monde qui est basé sur le droit international, dans un monde qui de plus en plus revendique, en fait, parce que c'est même plus le fait de ne pas le respecter, on a des pays qui aujourd'hui revendiquent le fait que le droit international, ils n'en veulent plus. Donc, comment on s'adapte à ça? Et troisième chose, nos sociétés d'ouverture, à la fois d'ouverture des frontières, à la fois c'est pas un jugement de valeur ce que je dis, hein, c'est juste qu'il faut se poser la question d'ouverture des frontières, d'ouverture sur toutes les valeurs. Comment on défend ça aujourd'hui? On est en position en fait, les démocraties sont sur la défensive aujourd'hui. Et je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans nos démocraties et comment on les conforte, justement pour ne pas pouvoir les perdre, parce qu'elles sont contestées aujourd'hui au sein des pays européens, par les peuples qui trouvent qu'en Pologne, on va trop loin sur la question des LGBT, en Hongrie, on va trop loin sur la question des migrants. Donc en fait, on ne peut pas juste se débarrasser de la question en disant les Polonais et les Hongrois sont des fachos et des réacs. C'est trop simple ça. Donc en ça, je pense que c'est une excellente question qu'on ne se pose pas suffisamment en Europe de l'Ouest. Alors Ousmane Ndiaye, de façon concise, parce qu'on a des questions deux choses sur la complexe question de la démocratie. Sur le papier, on est tous d'accord, hein, pour la démocratie. Dans la réalité politique, c'est plus compliqué. Parce que, en tout cas en Afrique, c'est au nom de la démocratie qu'on a maintenu des régimes qui pillent leur pays, qui volent, qui tuent, etc. Quand vous regardez les textes, quand vous relisez le Mali, durant toute la période avant que ça dégringole, tu avais des tonnes de rapports d'institutions internationales de l'Union européenne qui saluaient le Mali comme un modèle démocratique. Attention. Donc ça, c'est une vraie question. L'imposture démocratique, ce que j'appelle la déroute du projet démocratique. En Afrique, souvent, ce sont les leaders qui ont lutté ces 30 dernières années, appuyés par des organisations de tous bords, qui ont pu accéder, après des années de prison, de lutte de façon démocratique au pouvoir, qui ont instauré des systèmes totalement antidémocratiques. Il y a un paradoxe de la démocratie en Afrique, c'est-à-dire le désenchantement des jeunes peut se comprendre, parce qu'on leur a vendu, vous prenez un pays comme la Guinée, pendant 20 ans, on leur a vendu Alpha Condé va ramener la démocratie, il a même failli avoir le prix Nobel de la paix. Je rappelle qu'on a donné le prix Nobel de la paix au président éthiopien, hein, qu'on a à un moment donné chanté comme un modèle de démocratie. Donc, ce n'est pas une question théorique. Du point de vue théorique, je pense qu'il n'y a pas de débat. Tout le monde optera pour ce modèle, mais la réalité politique est plus complexe. Deuxième chose aussi, sur cette question de la démocratie à souligner, il me semble qu'il y a un biais. Il y a un biais qu'il faut remettre à l'envers. C'est-à-dire dans l'Occident, parce que moi je pense que c'est un concept qui existe malgré les débats théoriques ici, il existe parce que dans la représentation des dominés, il est clair. Vous dites à n'importe quel Africain ou pays du Sud, c'est quoi l'Occident? Il vous dit l'Europe et les États-Unis, c'est clair. Donc peut-être que théoriquement c'est une notion contestable, mais dans l'imaginaire des dominés, elle est claire. C'est-à-dire quand on dit qu'on est anti-occidental, c'est clair. Voilà. Donc la démocratie est accolée à l'Occident. Or, quand vous étudiez les processus historiques en Afrique, c'était des sociétés démocratiques avant l'arrivée de l'Occident. Or, même les organisations internationales, dans le discours pro-démocratique, on n'a qu'un référentiel occidental. Il faut réuniversaliser la démocratie. Quand vous venez en Afrique, vous leur dites « faites comme nous parce que nous sommes la démocratie », c'est contestable. Parce qu'au fond, avant l'irruption de l'ordre colonial en Afrique, c'était des sociétés démocratiques. L'équivalent de la Charte des droits de l'homme en 1948 existe dans l'Empire du Mandé. On ne tue point, on ne mue point, etc., etc. Donc je pense qu'il faut réuniversaliser la démocratie en ayant cherché dans les références de leur propre histoire pour construire des démocraties vraiment inclusives. Merci. Bravo. Alors, on a une question au premier rang de Nicole Niesotto, qui est, on parlait d'Europe, et vice-président de l'Institut Jacques Delors. Mais ce n'est pas du tout sur l'Europe. J'ai une question très simple. Est-ce que vous pouvez vous lever, Nicole, pour qu'on vous voit? J'ai une question très simple pour Ousmane.
est-ce qu'on peut dire que la décolonisation britannique en Afrique a été un succès, beaucoup plus que la décolonisation française, parce que ça fait au moins 20 ans qu'ils n'ont pratiquement plus de base militaire en Afrique. Je n'ai pas souvenir qu'ils aient eu une opération militaire en Afrique après la Libye, qui a été leur dernière, je crois. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose pour la France à rechercher dans la décolonisation africaine des Britanniques? Et j'ai une question pour Isabelle. Isabelle, quand tu dis le Sud, ils veulent reprendre en main leur destin, retrouver leur place, mais est-ce qu'ils n'ont pas 1000 fois raison? Ils sont dans un monde qui n'a pas été écrit par eux et pour eux. Or, ils sont dans un monde où ils représentent plus de 70% de la population. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas, comme le dit Ousmane, en disant il faut réuniversaliser notre concept de la démocratie, est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire justice à ce Sud qui n'a pas la place qu'il devrait avoir dans les institutions internationales, par exemple à l'ONU, au FMI, à la Banque mondiale? Est-ce qu'on peut leur reprocher d'être des ennemis de la démocratie sans d'abord écouter leur revendication, qui est juste une revendication de justice internationale? Ousmane. Décolonisation française versus décolonisation britannique. Je ne pense pas que la décolonisation britannique soit plus parfaite que française. Non. Je pense qu'il y a eu des crimes horribles. Il y a toutes les difficultés d'une histoire imposée. Maintenant, il y a deux choses qui changent. Je pense que la capacité des Britanniques à faire face à l'histoire n'est pas la même qu'en France. C'est-à-dire en France, moi, il me semble que les questions ont été plus lentes à être posées dans l'espace public en France, et c'est toujours de façon conflictuelle, clivante et émotionnelle. C'est-à-dire on n'arrive pas à construire un débat serein sur, dès qu'il y a un débat sur la question des rues, à changer, etc., on n'arrive pas à construire un débat sans pour autant être dans des guerres de tranchées, ça va remettre en cause l'identité nationale, etc. Et puis, je pense qu'aussi il y a un biais en France, la question postcoloniale est toujours prise par le biais de la migration, de l'immigration. Et ça, c'est un biais qui lie tout à des questions qui ne sont pas tout à fait liées. Je pense que ça, c'est un des premiers aspects. L'autre aspect qui fait que l'emprise britannique soit moins forte dans la période postcoloniale, je pense que, ce n'étaient pas les mêmes formes de colonisation. Les Américains faisaient ce qu'ils appellent l'indirect rule, c'est-à-dire on exploite les ressources, etc., mais on délègue la gouvernance à la colonie, en fait. C'est-à-dire c'était autant la colonisation française était une entreprise d'assimilation, c'est-à-dire il fallait faire corps avec le pays, l'avaler et faire un seul pays. Par exemple, dans la colonisation française, certaines colonies étaient des départements. Les citoyens étaient des citoyens français, même si ce n'était pas les mêmes droits. La colonisation anglaise n'a pas eu ce projet d'inclusion. Elle était plus économique, disons. Il n'y avait pas eu ce projet derrière. Et je pense que ça rend le conflit postcolonial moins virulent, parce qu'il n'y a pas une volonté d'une imposition, d'une façon d'être, d'une valeur commune. Et je pense que la grande chance de l'Angleterre, c'est l'indirect rule, et puis cette capacité à ouvrir les dossiers. Jusqu'à présent, par exemple, moi je me rappelle, en France, une question comme le franc CFA est une question taboue. Et je ne voyais pas pourquoi ça devrait l'être. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qui introduit le débat sur le franc CFA dans l'espace public? Les radicaux. Et forcément, le débat est mal posé. Parce que c'est une radicalité, c'est un rejet, c'est un biais qu'il introduit. Il l'introduit parce qu'il y avait une incapacité à poser le débat. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi politique, une responsabilité à pouvoir, dans l'espace national, créer des débats pour les dépasser, nommer les problèmes, nommer les maux de la colonisation et les dépasser. Je peux donner l'exemple de l'Allemagne. Quand vous prenez la question de la restitution, quand je vois la France a engagé le débat avant l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne a pris une avance incroyable en termes d'objets restitués en France. Sur chaque objet, ça pinaille, etc. C'est par vingtaine, etc. L'Allemagne, on
on transfère des musées. La Belgique, même chose. Ils ont quand même fermé le plus grand musée colonial et ils ont fait ce qu'ils ont appelé la décolonisation du plus grand musée sur l'Afrique. Or, ici, ce débat-là, on ne peut pas encore les poser, mais je pense que ça arrivera. Merci beaucoup. Alors, Isabelle Lasserre, est-ce que l'heure est au sud? Non, mais Nicole, oui et non. C'est-à-dire, l'Europe est en recul vis-à-vis du monde démographique, politique, économique, et les pays émergents, c'est le contraire. Donc, bien évidemment, il est logique que ces pays s'affirment, et il est logique que, en fait, ils revendiquent une part de l'influence que ne leur donne pas cet ordre international fondé par les États-Unis et l'Europe en 1945. Donc, bien évidemment, là, c'est oui. Sauf que, après, je te dirai pourquoi le non. Le Conseil de sécurité est extrêmement difficile à réformer. Non seulement ceux qui ont un siège ne veulent pas le lâcher, la France ne veut pas de ce siège commun qui est de manière perfide et sous-entendu par l'Allemagne régulièrement pour embêter Paris. Mais même le côté, je veux dire, il n'y a pas de consensus, il n'y aurait pas d'accord au sein de l'Afrique. Il y a plusieurs pays qui sont candidats à ce siège au Conseil de sécurité, avec en plus la guerre en Ukraine et la montée de la Chine. De toute façon, il est bloqué là pour je sais pas, 10 ans, le Conseil de sécurité. Donc je ne sais pas si ça se passera par le Conseil de sécurité de l'ONU. Là où je réponds non, c'est qu'il y a affirmation et affirmation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est que l'Inde et que tous les pays émergents revendiquent plus d'influence, etc., et les pays africains, et l'Afrique du Sud, etc. Mais après, il y a les projets impérialistes de certains pays, qui sont la Russie et la Chine, et qui projettent en fait en Europe, et contre le modèle occidental, un contre-modèle politique. Et ce contre-modèle, on ne peut pas l'accepter, parce qu'il ne fait aucun cas de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Et qu'il est, en fait, et que la Russie le pousse dans nos institutions, dans les institutions internationales, à l'UNESCO et à l'OSCE. Les Russes et les Chinois manipulent depuis des années, justement, pour mettre en échec le modèle politique démocratique de l'Europe. Donc là, il faut absolument s'y opposer. Ou alors, on décide que, effectivement, on se fiche des valeurs démocratiques, on se fiche des droits de l'homme, on élit un pouvoir extrémiste et on adoube le pouvoir chinois et russe. Et au passage, on se met sous la coupe des Chinois. Voilà. Donc il y a deux parties, c'est très compliqué de faire la part des choses. Merci. Alors on a une question au fond de la salle, monsieur. Voilà, vous avez un micro et puis une autre après de madame. Alors, bonjour, oui. Ça marche. Alors, en début d'année, Nicolas Sarkozy, sur Europe 1, a évoqué un plan Marshall pour l'Afrique. Est-ce que la France est prête pour ce type de plan? Est-ce que c'est dans les cartons? Est-ce que c'est plausible à court terme, à long terme? Est-ce que ça pourrait être un projet qui pourrait se développer en européen? Et est-ce qu'on règle les problèmes de l'Afrique que par l'argent et par un plan comme proposé, ou c'est vraiment une réponse globale qu'on doit apporter, et pas qu'à l'échelle française, mais à une échelle quasiment onusienne sur cette question-là? Merci. Je propose peut-être qu'on prenne une deuxième question, si on a une note pour pouvoir... Oui, madame. J'aimerais opposer à tout le débat qu'on a actuellement ce que Bertrand Badi nous a enseigné ce matin, qui était qu'une analyse des relations internationales par la géopolitique était une grille d'analyse un peu de l'ancien monde, et que actuellement il fallait faire une sociologie du monde et analyser les constructions des enjeux sociaux qui, en 2023, sous ma perspective de la jeunesse, s'articule beaucoup autour de l'écologie et d'un chaos climatique qui, dans 10, 20, 30 ans, déterminera absolument l'ensemble des relations internationales. Je trouve ça potentiellement important que vous puissiez nous communiquer vos points de vue dessus, en sachant que, par exemple, du point de vue de l'Afrique, actuellement au Tribunal international du droit de la mer, il y a eu
un avis consultatif sur les obligations des États au regard du changement climatique et que l'Union africaine, dans sa totalité, s'est prononcée pour des accords climatiques nettement plus ambitieux et notamment une voix de l'Europe qui devrait se prononcer en faveur de leur engagement. Et du point de vue européen, à l'inverse, on s'est prononcé vers un monde comme la Chine et les États-Unis l'entend, qui ne répond pas à ses promesses, qui ne répond pas à l'enjeu d'un commun des destins et de menaces existentielles. Est-ce que justement l'Europe ne pourrait pas se réinventer vers des droits de l'homme et des engagements importants sur le point de vue écologique? Est-ce que ça ne permettrait pas à celle-ci de retrouver un rayonnement diplomatique comme les États insulaires, le Vanuatu peut avoir sur la scène internationale cette année, par exemple? Ouais, ce n'est pas le choc des civilisations, c'est le choc des générations. On va peut-être commencer par répondre sur le plan Marshall Afrique, Nicolas Sarkozy, et puis après sur cette interpellation que vous posez. Sur le plan Marshall, je vous ferai une réponse courte. Moi, je trouve que c'est le genre de choses, c'est de la facilité, c'est de la paresse intellectuelle, ou de la com politique, c'est du baratin pour moi. Puisque Nicolas Sarkozy a été président de la République, l'aide au développement et les engagements de la France n'ont jamais autant baissé ni tenu. Donc comment on va faire un plan Marshall quand vous ne tenez pas le minimum nécessaire vital? Et puis moi je pense que les Africains ont remis en cause la politique de l'aide. C'est ça qu'il faut comprendre. Les Africains ne veulent plus d'aide. Hein. Le fond du discours. Il y a un livre important, peut-être que vous pouvez le lire si vous le trouvez. C'est une Zambienne qui s'appelle Dambisa Moyo, qui a travaillé à la Banque mondiale, toutes les institutions d'aide, et qui en a tiré un livre qui s'appelle L'aide fatale, l'aide qui tue. Cette aide aussi est un système de domination qui maintient les pouvoirs dans la... Et on sait, ça a été largement documenté, que l'argent est capté par des réseaux. Et d'ailleurs, un des engagements, là aussi non tenus par le président Emmanuel Macron, il avait promis au sommet de Montpellier que pour les 80 ans de l'AFD, au mois de décembre, que l'AFD change de nom. Jusqu'à présent, ça fait plus d'1 an, l'AFD n'a pas changé de nom. Voilà. Et c'est beaucoup de choses comme ça. Donc, dire qu'on va augmenter l'aide alors qu'on n'est même pas capable de tenir les objectifs imposés, c'est de la com, c'est du discours et les Africains le perçoivent. Juste un mot sur ce que dit Badi, relations internationales versus géopolitique. Moi, je pense qu'en ce qui me concerne sur l'Afrique, on n'analyse pas, on ne comprend pas les phénomènes avec une seule discipline, une seule matière. Tout est lié. La question des imaginaires rencontre la question de la géographie, la question de la politique rencontre la question de l'économie. Donc je pense que oui, le niveau de complexité des phénomènes géopolitiques font qu'il faut être pluridisciplinaire. Merci. Céline Lussato, vous voulez aussi réagir sur le plan Marshall de l'Afrique? Oui, quand on traverse comme ça certains pays et qu'on voit, alors je ne veux pas stigmatiser l'AFD qui essaye peut-être de faire de son mieux, je ne sais pas, mais effectivement, l'aide qu'on peut nous vouloir apporter en tant que France dans certains pays, elle est toujours ciblée en fait, et c'est nous qui décidons que nous allons apporter une aide pour ci, pour ça, etc. Et on se penche trop peu sur les besoins réels et ce qui pourrait être utile et des demandes qui viendraient des populations elles-mêmes. Et encore une fois, non pas des gouvernants, puisqu'on a encore ce problème d'avoir des pays qui, la plupart du temps, ne sont pas démocratiques. Et donc, y a cette perte, en fait. Donc, un plan Marshall, je partage entièrement les propos d'Ousmane sur le fait que, encore une fois, enfin voilà, c'est extrêmement hautain en fait comme démarche. C'est bon, mais par ailleurs, si on souhaitait réellement le faire, il se pose la question du comment. Et malheureusement, trop peu, voilà, exactement, trop peu. Bah, est-ce que les Africains veulent? Et si jamais ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'on ne se pose aucune de ces questions. Donc, non. Alors, sur l'urgence climatique et... Alors, plan Marshall, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas de politique et qu'on n'en a rien à dire. Ça provoque deux choses. Ça maintient la dépendance des Africains et ça nourrit les régimes corrompus. Sur le changement climatique et toutes ces
fait, ces questions qu'on n'a pas abordées, parce qu'effectivement, on s'est concentré sur les questions géopolitiques. Malheureusement... Alors, pas géopolitique, hein, Bertrand Bally n'aimerait pas qu'on dise ça. Oui, je ne suis pas Bertrand Bally et je dis géopolitique. Justement, le problème du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on doit en fait affronter toutes les menaces en même temps. Et on ne peut pas faire abstraction, je suis désolée, de ce vieux monde que je sais que Bertrand Bally n'aime pas, mais le vieux monde qui est de retour aujourd'hui, celui des conflits interétatiques, il existe puisqu'il est sous nos yeux, puisqu'on a un pays qui s'appelle la Russie qui a attaqué son voisin, et qu'on a un autre qui s'appelle la Chine, qui observe et qui aimerait bien faire la même chose avec Taïwan. Donc il y a en même temps ce vieux monde de l'affrontement de rapports de force du 19e siècle et du 20e siècle, il existe, il faut l'affronter, et en même temps, il y a tous ces conflits de développement, d'urgence climatique qu'il faut aussi affronter. Mais notre problème, c'est qu'il va falloir faire tout à la fois, et tout coûte très cher, tout est très compliqué, et tout est imbriqué. Mais on ne peut pas le découper en plusieurs bouts comme ça, parce qu'en fait, il y a des menaces, il y a plusieurs menaces qui sont des menaces vitales, en fait. C'est le « en même temps ». Céline Lussato, et après on a une autre question dans la salle. Oui, sur cette question, répondons à Bertrand Bady. Moi, j'aimerais penser comme Bertrand Bady, et j'aimerais qu'on ait le temps et le temps surtout de se pencher sur toutes ces questions et qui sont l'avenir de la planète, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, à défaut de pouvoir penser comme Bertrand Bady, je suis contrainte de penser comme Isabelle Lasserre. Maintenant, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que le fonctionnement du monde ne se réduit pas à ce qu'on pense en Europe. Et que pendant ce temps, nous sommes peut-être obligés de penser en fonction de ce qui nous anime et donc de la géopolitique, mais l'Afrique peut penser, et heureusement elle le fait, comme Bertrand Bady. Et oui, comme vous le soulignez, les aspirations sont là. Oui, le penser au changement climatique, ils le font. Et on doit le mettre plus en avant, peut-être nous, dans nos journaux. Et ça, c'est évident. Donc, vous faites bien de le rappeler. Merci. Mais la théorie, aujourd'hui pour nous, politique, malheureusement, elle reste au plus près de nos préoccupations. Et je pense que c'est pour ça que nos colonnes sont davantage occupées par ces préoccupations qu'on appelle quand même géopolitiques. Merci. Alors, on a le temps pour une ou deux dernières questions, puis après, je vous poserai une question en forme de conclusion à tous les quatre. Au fond de la salle, voilà, monsieur et la personne devant. Ma question, ce serait donc à propos de l'amitié franco-allemande. Donc, est-ce qu'on assiste à une dégradation de l'amitié franco-allemande actuellement, et plutôt à travers quelle façon, notamment maintenant avec le possible réarmement de l'Allemagne, et aussi les dégradations diplomatiques avec le nouveau chancelier allemand, avec notre gouvernement présidentiel. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, devant vous, justement. Bonjour. C'était une question par rapport au réarmement dans le monde actuel, en plus de la menace nucléaire et les tensions qui augmentent, surtout entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que d'un point de vue pessimiste, on pourrait imaginer à une nouvelle guerre froide, peut-être? Merci. Alors peut-être sur l'amitié franco-allemande, Ulysse Gosset. D'abord sur la guerre froide, on est dans une guerre froide qui a déjà recommencé, mais c'est plutôt une guerre tiède. C'est-à-dire qu'il y a une guerre chaude en Ukraine, et il y a une guerre tiède entre l'Occident et le reste du monde, et en particulier entre la Chine, la Russie et l'Occident. Donc la guerre froide, elle est déjà de retour, et la guerre tiède, elle arrive parfois. On va assister à une décennie très compliquée. Les prochaines 10 prochaines années, et peut-être même plus, on va assister à des crises régionales qui seront des guerres chaudes, donc des vrais conflits, avec l'ambition que ça ne devienne pas une troisième guerre mondiale. Bon, et certains disent que la troisième guerre mondiale, elle a déjà commencé, et que c'est pas une guerre classique, c'est la guerre qui se joue sur les réseaux sociaux, sur
sur le deep, l'informatique, sur les attaques des réseaux des États, etc. Et sur la compétition globale, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de guerre qui a déjà commencé. Bon, la question, c'est est-ce que ça peut se transformer en une guerre classique à l'échelle du monde, notamment si la Chine décide d'envahir Taïwan. Et sur Taïwan, les Chinois de Pékin disent on aimerait bien avoir le vase de Taïwan, mais on ne voudrait pas que ça soit en 1000 morceaux. Sous-entendu, si on attaque Taïwan et que ça provoque une guerre et un conflit brutal et sanglant, eh bien, ils risquent de perdre tous les avantages. Ils auront certainement le résultat, c'est-à-dire le fait de réintégrer la Taïwan dans l'empire chinois, mais ils auront perdu toutes les capacités technologiques de Taïwan qui sont absolument fondamentales. Donc, c'est pas sûr que la Chine décide d'envahir Taïwan, au risque d'abord de provoquer un conflit avec les États-Unis, et puis au risque également de détruire Taïwan et finalement de perdre les bénéfices de ce que pourrait apporter Taïwan à la Chine. Et en plus, on est dans un phénomène de telle imbrication à l'échelle du monde des économies qu'une guerre de la Chine contre Taïwan aurait de tels effets que l'économie chinoise, qui n'est déjà pas en très bon état, pourrait encore souffrir encore plus. Donc ça serait une forme d'aventurisme très, très dangereux. Ce n'est pas exclu, hein, parce qu'on voit bien que le nationalisme chinois, chaque année, est de plus en plus fort et affirmé, et que Xi Jinping a installé un pouvoir absolu qu'il pourrait conserver peut-être à vie, comme certains chefs d'État africains qui réforment les constitutions année après année. Mais on ne peut pas exclure non plus que Xi Jinping fasse l'objet lui-même d'un coup d'État et d'un renversement, comme ça s'est déjà passé dans l'histoire chinoise. Donc l'histoire n'est pas écrite. Et la deuxième question sur l'Allemagne et la France, c'est vrai que c'est très tendu, et qu'on voit qu'on a beaucoup de mal à se mettre d'accord avec les Allemands, notamment sur comment on fabrique ensemble, par exemple, je sais pas, un avion de combat, comment on fabrique ensemble un char de combat, quelles sont les contreparties. On voit qu'on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur les questions de l'énergie. Quand les Allemands relancent l'industrie du charbon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est conforme à nos décisions et aux différentes COP sur le climat qui ont eu lieu? Quand on voit que l'Allemagne abandonne le nucléaire alors que nous, on va augmenter notre potentiel nucléaire et construire de nouvelles centrales, etc., on voit qu'il y a des points de blocage très forts. Donc ça explique, et puis il y a la différence que vous avez évoquée de système politique. L'Allemagne, ce n'est pas le président qui décide, hein, c'est le Parlement, c'est la société allemande. Nous, on a des décisions au niveau de l'Élysée, etc. Donc il y a un décalage entre la lenteur de la décision allemande et je dirais les à-coups de la décision française. Donc c'est très difficile d'harmoniser tout ça. Et sur le réarmement de l'Allemagne, je pense que ce n'est pas le réarmement possible, il est en jeu, en cours. L'Allemagne a décidé de dépenser 100 milliards d'euros pour se réarmer. Donc ils vont se réarmer, et c'est sans doute l'un des changements majeurs du début du siècle, c'est le fait que l'Allemagne va redevenir une puissance militaire importante avec de grandes capacités. Ce qui n'empêche pas l'Allemagne en Afrique d'avoir une politique plus intelligente que celle de la France, notamment de coopération beaucoup plus habile, c'est-à-dire qui n'est pas marquée par l'histoire et le colonialisme, bien sûr, mais néanmoins, on voit que les Allemands sont très actifs en Afrique, qui réussissent à investir, à faire des projets de coopération, et donc il y a peut-être des leçons à prendre. Merci. Moi, je voudrais, pour conclure, vous poser cette question sur, finalement, on a beaucoup parlé de l'espace géopolitique. Moi, je voudrais vous poser une dernière question sur le temps, la temporalité. On voit ce monde qui nous bouscule. Ça va très vite. En même temps, c'est des évolutions de fond qui sont plus dans la durée, qu'on voit aujourd'hui, mais qui ont leur source depuis déjà beaucoup de temps. Est-ce que, Isabelle Lasserre, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle un moment de l'histoire où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre? Et quelle est la temporalité de ce moment? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de vivre un nouveau 1989, après l'effondrement de l'Union soviétique et du communisme. Il y a eu un vent de liberté, mais
et donc les républiques se sont libérées du joug soviétique et avant tsariste, mais c'est pas allé jusqu'à son bout. Boris Eltsine y a mis fin avec la première guerre de Tchétchénie, et ensuite Vladimir Poutine a tout refermé avec la deuxième guerre de Tchétchénie, les guerres d'Ukraine, la déstabilisation de la Moldavie, la mise sous coupelle de la Biélorussie. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, et notamment l'avenir, une partie de l'avenir à court terme de l'Europe se joue pour moi en Ukraine. Vladimir Poutine essaye de refermer complètement le système et de réinstaurer sur les terres de l'ancienne Union soviétique et des terres tsaristes cet empire qui mélange les deux. Hein. Et les pays, aujourd'hui, issus de l'Union soviétique, ont la possibilité de se libérer complètement. Tout ça va être déterminé par une victoire ukrainienne. Si l'Ukraine gagne, la Géorgie pense pouvoir se libérer des liens du Kremlin. La Moldavie pense pouvoir s'en libérer, et peut-être que certaines républiques caucasiennes auront elles aussi envie de prendre leur envol. Ça ne veut pas dire qu'il y aura le chaos partout en Union soviétique, parce que je vois mal, moi, les autres républiques, avec l'apathie des Russes aujourd'hui, se déclarer, se décrocher comme ça de la fédération. Si l'Ukraine perd, en revanche, c'est la revanche de Vladimir Poutine. Il récupère une partie de l'Ukraine, il installe un conflit gelé, et il rejoue la même chose dans les autres pays en essayant à moyen terme de faire tomber les gouvernements pour instaurer des gouvernements pro-russes, et on est reparti dans une nouvelle période. Voilà. Donc il y a vraiment un moment 1989, et c'est les Ukrainiens qui vont y répondre. Merci. Un mot de conclusion, Céline Hussato. Oui, si on souhaite parler de temporalité, effectivement, je crois qu'il faut se méfier un petit peu de ce qu'on appelle l'accélération du temps. Évidemment, on vit tous avec les réseaux sociaux, on passe d'une polémique à une autre, de petites choses comme ça. Je vais prendre un exemple que je connais, c'est toujours plus sûr, évidemment, quand on s'adresse à un public. Je vais vous parler des printemps arabes. En 2011, la Tunisie se révolte, Ben Ali quitte le pouvoir, et on connaît des révolutions dans les pays qui suivent, dans l'ordre l'Égypte, la Syrie, la Libye, évidemment, quelques manifestations au Maroc, mais tout ça reste très stable. Et puis aujourd'hui, tout semble retourner à un état de dictature. Certains pays, évidemment, comme la Syrie et la Libye, ayant particulièrement souffert dans leur chair. Qu'en est-il pour autant de l'effet à long terme ? Quand on discute, par exemple, avec certaines personnalités égyptiennes, je pense à quelques auteurs notamment, qui sont toujours des observateurs des effets en profondeur dans les pays, ces révolutions, elles ont semé des graines. Et aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde dit que ces graines-là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elles refleuriront. Et que ces générations, elles ont été marquées. On a vu le Irak en Algérie qui s'est réveillé après, il y a 2 ans seulement. On a vu les manifestations au Liban, il y a 2 ans seulement, qui étaient des effets. Il a fallu trouver le moment, pour ces populations, il a fallu trouver le moment adéquat. On a vu les manifestations en Irak, dont on a assez peu parlé en France, mais qui étaient aussi une aspiration à la liberté. Et ce temps long-là, en fait, il ne faut pas l'oublier, c'est des mécanismes à l'œuvre, c'est une sorte de tectonique des plaques. Et dans tout le Maghreb et le Proche-Orient, il est encore à l'œuvre. Merci. Alors, on a dépassé le temps qui nous était imparti, mais je vais quand même demander à Ousmane Ndiaye et à Ulysse Gosset un mot de conclusion. Alors, sur la question du temps, je pense que oui, on est à un moment important où l'histoire peut basculer. On ne sait pas trop de quel bord, du bon ou du mauvais côté, mais elle peut basculer. Deuxième constat, c'est que l'Occident a fait face à un consensus
le reste du monde ne veut plus de sa domination, pas pour les mêmes raisons, mais ça c'est un consensus fort, que vous allez en Asie, en Afrique, partout. L'ordre du monde aujourd'hui qui est issu de 45, Yalta, tout ça, le reste du monde n'en veut plus. Par contre, c'est compliqué parce que les Occidentaux veulent le garder, les Américains. Je pense que ce conflit-là va être long. Je ne sais pas comment il va se décider, d'où la question du temps, mais pour moi, c'est le point de repère. En fonction des avancées sur cette question-là, ça redessinera la géopolitique mondiale. Il y a des avancées, sans doute un peu trop timides. L'Union africaine réclame un poste au Conseil de sécurité. On ne l'a pas, c'est les mêmes questions. Par contre, ils sont au G20. Oui, je pense que ce combat, cette demande d'un nouvel ordre mondial du reste du monde face à l'Occident est un peu une des clés majeures. Merci. Ulysse Gosset. Moi, ce qui me frappe, c'est la prise de conscience des jeunes sur le bouleversement climatique. Et quand je dis des jeunes, c'est de l'ensemble des humains, d'une certaine manière. Mais les jeunes, enfin, à leur place, on se poserait la question de savoir qu'est-ce qu'on va devenir dans 50 ans. C'est-à-dire qu'ils en ont 20 aujourd'hui, donc à 50 ans, où en sera la planète? Et ce qui semble très important, c'est qu'il y a une prise de conscience générale. C'est-à-dire que les gens se disent on ne peut pas continuer comme ça. Donc ça va avoir un impact, je pense, sur les sociétés. Je ne sais pas comment, mais ça va avoir un impact. Et ça, c'est un tournant, à mon avis. Bon. Et puis deuxième tournant, on n'en a pas parlé, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle partout. Dans les sociétés, pour les emplois, ou pour la suppression des emplois, pour la médecine, la santé et la guerre. Donc on a un monde nouveau qui est en train d'émerger, qui va aller très vite, que personne ne maîtrise, qui n'a aucun code, un peu comme l'espace. Vous savez, dans l'espace, c'est le flou absolu. On a des dizaines de milliers de satellites, personne ne régule quoi que ce soit, et pourtant ça existe. L'intelligence artificielle, ça va bouleverser nos vies. Et ça va arriver très rapidement. Ça bouleverse déjà la vie des jeunes, des lycéens, des étudiants, dans leurs études, etc. Ça va bouleverser le travail au quotidien. Et donc pour moi, ça, c'est un tournant absolument majeur. Quant au reste de la planète, on verra. Merci beaucoup Ulysse Gosset, merci Ousmane Diaye, merci Céline Hussato, merci Isabelle Lasserre, merci à vous et on va essayer de rester quand même un petit peu optimiste pour l'avenir du monde. Bonne suite de forum.